Alors aujourd'hui, je suis avec Mike, dragueur de Paris. Moi, je suis ravi de te recevoir sur la chaîne, Mike. J'ai découvert ton travail il y a quelques mois. J'ai trouvé ça rafraîchissant parce que tu as un humour bien décalé, bien adapté à ta cible. On va y revenir tout à l'heure. Ouais. Un copywriting bien tranchant. Euh, Là, ensemble, on va discuter séduction, infoprenariat, coaching, vente, marketing, copywriting. Entreprendre aussi quand on est encore en CDI, parce qu'il me semble que là, aujourd'hui, tu es encore en CDI, ou du moins, tu l'as été pendant longtemps, pendant... Je suis en train de me barrer justement parce que voilà, là aujourd'hui j'ai un peu trop de projets effectivement en parallèle, ça devient juste intenable. Donc là je suis en train de faire le deuil de l'ingénierie progressivement. Donc voilà, ça m'a demandé pas de courage, mais parce que l'ingénierie au fond t'aimes ça parce que c'est très différent du copywriting compagnie, mais bon, il y a une transition en cours. Uh -huh. Ben, on va revenir là-dessus, je pense que ça pourra intéresser les personnes qui nous écoutent. Ouais, On va aussi faire le parallèle entre la vente et la séduction, parce que c'est deux domaines qui sont vraiment super proches. Et moi, je pense qu'ils ont énormément à apprendre l'un d'autre. Enfin, en tout cas, moi, j'apprends dans l'un et dans l'autre. Je trouve que des techniques de séduction servent dans la vente et des techniques de vente servent dans la séduction. oui, Et moi, je voulais aussi rappeler un truc. C'est pour moi, tu vois, il y a trois niches dans la séduction. La première, c'est choper. La deuxième, c'est plus rencontre long terme, donc pour se poser, construire une famille, etc. Et la troisième, c'est quand c'est un peu parti en couille avec la famille et que on veut rechoper son ex, tu vois. Il y a eu un problème là-dessus. Toi, t'es clairement pour moi dans la première partie. C'est pour les mecs timides qui veulent apprendre à choper. ouais. Et du coup, c'est un truc que j'apprécie particulièrement chez toi, moi, en ayant une formation de base de copywriting. Le positionnement, pour moi, c'est vraiment la clé du business. Et toi, tu as ce positionnement très clair qui est on est des mecs timides et on va apprendre à ne plus être timide et à choper des meufs. Très clair et très polarisant aussi. Exactement. Clair, polarisant et qui, du coup, c'est soit t'accroches, soit tu te casses, quoi. C'est complètement ça. Du coup, je te laisse te présenter. Dis-nous un peu plus sur ce que tu fais aujourd'hui avec toi personnellement et Ouais. Dragueur de Paris. Ok, bah bonjour chers auditeurs, chères auditrices, dont je m'appelle Mike. Fondateur du site Dragueur de Paris, où je travaille dessus comme je me surnomme l'ingénieur des rencontres en ligne. Tout simplement parce que, bah, comme Pierre l'a très bien dit, notre spécialité c'est d'aider des hommes timides qui n'ont pas confiance en eux à voilà entre guillemets choper, voilà terme qui est polarisant. Il y en a qui aimeront, d'autres moins. C'est le principe du positionnement. Et notre spécialité, c'est la rencontre en ligne, c'est-à-dire d'utiliser les outils modernes de rencontres comme Tinder, Adopt un mec, compagnie, pour faire plein de rencontres dans toute la France, également à l'étranger, et de savoir parler aux femmes, notamment par texto, puisque ça, c'est l'utilisation des outils modernes. Et en plus de la séduction, je fais également pas mal de copywriting, donc ça, on en reparlera tout à l'heure, Pierre. Et puis voilà, ce sont mes deux grosses activités. Cool. Moi, je voulais savoir un peu plus, c'est quoi ta vision de la séduction, ta philosophie par rapport à ça? Alors, comment est-ce que t'es tombé là-dedans et pourquoi c'est un truc qui t'a passionné autant? Bah, je suis tombé dedans tout simplement parce que donc là j'ai 30 ans aujourd'hui et en fait je suis tombé dans le monde de la séduction à 18 ans. Donc ça fait très 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 longtemps que je suis dedans, ça fait 12 ans. Tout simplement parce que j'ai été dans la peau du mec timide, c'est-à-dire tu sors du lycée, t'arrives à la fac, t'es perdu, tous tes copains mecs ils chopent des nanas et pas toi, les nanas tu les intéresses pas, personne s'intéresse à toi. Et en fait assez rapidement tu comprends que t'es plus là pour rigoler, t'es dans la vie d'adulte et qu'il va falloir te prendre en main, que papa, maman, ils seront pas là pour te présenter les filles qui te font envie. Donc tu comprends qu'il faut se bouger. Sauf que t'es un peu seul. Quand t'es timide, t'es tout seul dans ton monde. Tu dis ouais, comment je vais faire, personne veut m'aider, etc. Et en cherchant sur internet, c'est comme ça que je suis tombé dans ce qu'on appelle les communautés de séduction qui sont beaucoup moins prégnantes aujourd'hui. Mais il y a 12 ans, le marché de la séduction, il venait d'arriver en France, ça venait d'exploser. Et il y avait plein de forums de mecs qui étaient dans la même situation que moi. Et du coup, j'ai découvert tout un monde, c'est-à-dire un monde construit par des anciens timides qui avaient les mêmes problèmes que moi et qui eux aussi avaient la même ambition que moi, c'est-à-dire de se bouger et de prendre en main leur destin. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans dans la séduction.
Et puis bah, je suis resté très 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 longtemps dedans. Et du coup, c'est une cause qui me parle particulièrement parce que je sais ce que c'est quand on est un homme, qu'on n'arrive pas à faire les rencontres qu'on estime méritées, qu'on est timide, qu'on n'ose pas, qu'on a peur, etc. Je sais ce que c'est. Et c'est pour ça que c'est un peu devenu ma mission de vie quelque part. C'est pour ça que je pense que je vais rester encore très longtemps dans le monde de la séduction. Parce Ok, que j'ai tellement souffert de ça en fait qu'aujourd'hui c'est devenu une mission de vie d'aider les autres personnes à en sortir. ok. Ok, c'est top. Moi, je voulais te demander, l'idée, c'est pas qu'on parle de tout le podcast de séduction. Et du coup, j'aimerais assez vite voir si on va avoir des liens entre la séduction et la vente, justement. Ouais. C'est quoi pour toi les trois choses les plus importantes pour devenir un bon séducteur? Ah, bah tu vas rigoler parce que c'est exactement pareil que la vente. T'as la première par exemple, c'est le détachement. Le Ok. détachement, c'est ta capacité à t'en foutre de la réaction de la fille. C'est-à-dire que la fille te dise désolé, j'ai pas envie qu'on se revoie, ou que la fille te dise j'ai envie qu'on se revoie. Quelque part, au niveau émotif, ça, tu dois être complètement insensible à ça, tu dois être complètement détaché de ça. Ce qui est exactement la même chose qu'en vente. C'est-à-dire en vente, que le prospect te dise oui ou non, c'est toi qui proposes un service, il veut pas, c'est son problème. C'est un peu le même état d'esprit. Après, la deuxième chose la plus importante, c'est la dominance, ce qu'on peut appeler l'autorité en termes de marketing. Donc, dominance en séduction, qu'est-ce que c'est? C'est, caricaturalement parlant, d'assurer ton rôle de mec. Parce que, quelque part, ce qu'attend une femme de toi, c'est que tu prennes les choses en main, que tu dises, je te propose de faire ça, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. C'est ce Tu qu'une sois un femme a... leader, quoi. Voilà, que tu Tu sois te positionnes leader. comme un leader, ouais. C'est ça. C'est une femme, elle attend pas que toi que ce soit elle qui propose. C'est pas ce qu'elle attend. Et en vente, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, elle attend de ta part de l'autorité. C'est-à-dire, tu dises, voilà, tu sois leader, tu sois figure d'autorité sur ce que tu proposes. Et puis ensuite, troisième chose la plus importante, on va dire, c'est un petit peu cette pincée de sel que tu vas mettre dans tout ce que tu fais, ce piquant. C'est-à-dire mettre du piquant dans tout ce que tu fais. Parce que en séduction, par exemple, un des gros problèmes des clients que j'ai l'habitude de coacher, c'est qu'ils sont trop sérieux dans leur démarche. C'est-à-dire les mecs, ils envoient des messages en mode hyper sérieux, ils veulent pas faire d'erreur, donc ils sont un peu perfectionnistes aussi. Alors qu'au contraire, ce qui rend quelqu'un séduisant, quelque part, c'est de mettre un peu de folie dans ce que tu dis, de mettre un peu de folie dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, pour justement être différent, pour marquer l'esprit, pour casser un peu ce côté très sérieux. Et dans la vente ou le marketing, c'est pareil, c'est-à-dire faire du marketing en mode hyper sérieux. C'est pas, ça peut marcher, mais c'est pas forcément, de mon point de vue en tout cas, la meilleure chose que tu puisses faire. C'est toujours bien de rajouter un peu de folie dans ce que tu fais, pour montrer que ça t'éclate, pour montrer que ça t'amuse, parce que justement ça va amuser aussi les autres personnes, ça va leur donner des émotions et ça va les donner envie de te suivre. Ok. Donc si je résume les trois points, le premier c'est le détachement. Moi j'appelle ça en vente, j'appelle ça le fait de pas être needy, la Oui, c'est ça non-neediness. le nidisme. Mm. Et ça pour moi c'est vraiment la base en vente. Si t'es needy en fait ça se sent et il y a très peu de gens qui ont conscientisé ça. Par contre inconsciemment tout le monde le ressent, c'est vraiment un truc de base en psychologie. Et en fait, si t'es needy, si l'autre personne sent que tu as besoin d'elle, en fait, elle va naturellement s'éloigner de toi, en fait. Ouais. Et ça, ce qui est assez dingue, c'est que ça marche dans la séduction, ça marche dans la vente. Aussi bien, ça marche si t'es pas needy, tu vas avoir beaucoup plus de succès que si t'es needy, tu vas pas en avoir du tout. Mais ça marche aussi avec ses proches, par exemple. Genre, ça marche vraiment avec tout le monde. C'est un truc quand Mm. tu commences à bosser dessus, entre quelqu'un peut-être qui nous écoute et qui est encore needy, peut-être même sans s'en rendre compte, et quelqu'un qui arrive à ne plus l'être, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, hein, c'est pas quelque chose de d'inné. Ça peut être quelque chose qu'on apprend directement dans notre éducation. Par exemple, les femmes, de base, elles sont beaucoup moins needy, Mm. mais c'est un truc sur lequel on peut bosser, ça prend un peu de temps, au moins quelques mois, quelques années, mais on peut vraiment changer là-dessus. Moi, par exemple, c'est vraiment un gros switch que j'ai fait, aussi peut-être, j'imagine, vu que tu étais timide et introverti. Et ouais, du coup, ça, c'est vraiment la base. Donc, le deuxième, ce serait la dominance et l'autorité. Donc, en gros, le leadership. Et après, rajouter un peu de piquant, être marrant et Alors, savoir jouer avec les pas émotions. être marrant dans le sens faire le clown. Ça, c'est l'extrême opposé. Faut faire attention à ça. Et ça vaut aussi en séduction.
Parce qu'en séduction, quand tu donnes ce conseil à des hommes, il y en a qui tombent dans l'extrême opposé qui est de faire le mec marrant, de faire le mec clown. Ça, par exemple, c'est le problème de l'extraverti. Autant, parce que tout à l'heure, je t'ai parlé d'hommes timides, c'est-à-dire il y a des hommes qui sont timides, qui osent pas. Mais il y a aussi une partie de ma clientèle qui sont des personnes de type extraverti. Et ces mecs-là ont un autre problème, c'est-à-dire ces mecs-là jouent au clown en fait, c'est-à-dire ils sont marrants, ils sont drôles, mais ils n'arrivent pas à séduire. Et eux, leur problème, c'est toutes ces femmes qui vont leur dire je préfère qu'on reste amis. Et ça, c'est le problème de l'extraverti. Et en vente, c'est un peu pareil. Faut surtout pas faire le mec marrant tout le temps, parce que sinon, tu t'es pas sérieux. Tu suscites pas le désir en fait. En fait, faut juste être entre les deux, avoir un petit peu de piquant pour rendre ton discours plus incisif, plus marquant. Et c'est ça qui va faire que ça va passer. Ouais, c'est ça en fait. Si t'es trop marrant, tu deviens le pote sympa, t'es friendzone, et ça marche aussi bien dans la vente que dans la séduction, quoi. Oui, Parce tout que à fait. un mec rigolo qui fait des blagues, par exemple, qui fait des vidéos YouTube marrantes, bah c'est cool, on va aller regarder ses vidéos. Par contre, est-ce qu'on va acheter ses produits? Bah, il y a très peu de chance, quoi. À moins que ce Bah soit ouais. un humoriste qui nous apprenne à faire des blagues, quoi. Mais si c'est quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, qui veut nous apprendre comment investir dans l'immobilier, et puis qu'il est très marrant, mais bah, il est juste très marrant, on va aller plutôt Ouais, vers un c'est mec ça. qui est cool. On va Bah, regarder ses vidéos pour se marrer le soir, mais on va pas acheter ses formations. Ouais. tu sais que sur En gros, YouTube, il y en a énormément des personnes comme ça qui font les mecs marrants et je connais pas leur chiffre d'affaires, mais je suis persuadé qu'ils vendent quasiment rien, parce que moi, quand je les regarde, c'est pour me marrer. Mais à aucun moment, dans ma tête, je me suis dit, tiens, je vais acheter son produit parce que ça pourrait m'apporter quelque chose. C'est comme tu l'as bien dit, bah, ils sont juste drôles, voilà, tu passes un bon moment, mais t'as pas ce désir d'achat qui va arriver, quoi. il y en a qui savent être à la limite. Moi, tu vois, j'ai déjà bossé avec des personnes qui arrivent à être à la limite, bon, que tout le monde connaît, hein, qui sont des gros trolls, mais qui arrivent aussi qui arrivent à attirer l'attention des gens avec l'humour et ensuite qui arrivent à switcher vers quelque chose de beaucoup plus sérieux Ouais, et démontrer leur expertise. Et ça, je trouve ça très fort. Et c'est pareil, ça marche exactement pareil en séduction, je trouve. oui. Euh, Toi, du coup, tu as commencé par la séduction et ensuite tu as voulu monter ton business. Donc, c'est il y a combien de temps que tu as commencé ce business? 3 4 ans, un truc comme ça? De façon très sérieuse, ça fait 2 ans, 2 ans et demi. Et Ouais, avant ça, je le faisais en mode amateur, on va dire. C'est-à-dire avant, le site Dragueur de Paris, ça fait 3 ans et demi qu'il existe. Mais ok. avant c'était un blog. Et j'écrivais beaucoup de conneries dessus. Et j'avais ouvert une page de vente où il y avait écrit coaching. Je mettais des tarifs, mais à la limite de la prostitution. Par exemple, je te donne un exemple. À ton avis, combien je facturais 3 heures de coaching avec la même personne le samedi après-midi? Les premiers clients, combien j'ai facturé? Allez, 100 euros. Bon, t'es gentil encore. 50 euros. Ah ouais. C'est pour te dire à quel point j'étais complètement décalé niveau business au début. Et au début, j'ai fait ça. Et puis après, bah, quand tu te renseignes un peu comment trouver des clients, etc., en fait, tu te rends compte que ce que tu fais, c'est pas bon. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est marketing, copywriting, puisque à la base, moi, je suis de formation ingénieur. Tout ce qui est marketing et compagnie, j'ai jamais fait ça de ma vie, tu vois. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je fais ça très sérieusement. Mais avant ça, je connaissais pas du tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça, parce que quand tu ouvres un business, tu ouvres un blog, au départ, tu as la croyance de te dire que bon, bah c'est bon, je mets 3 pages en ligne, j'écris 3 articles, Google il va être gentil, va me les faire référencer, et c'est cool. Et en fait, non, ça marche pas comme ça. Puis les gens, ils vont venir tout seuls sur mon site acheter mes formations. Ouais, Ils auraient ben, juste besoin de faire les formations. mais je, Bah je- ouais. je pensais que ça marchait comme ça. On a tous commencé comme ça, je pense. Hein. Bah ouais, c'est même sur YouTube, il y avait des mecs qui disaient ça, il y a des mecs qui disaient ouais, tu ouvres ton blog et t'as des gens qui arrivent dessus, et ils achètent et c'est trop bien, vive internet, achète ma formation pour aller encore plus loin, etc. Et au Tout est début, automatique, il n'y a rien à faire. ouais, c'est Ah ça. ouais. C'est vrai que l'automatisation, j'ai longtemps cru à ce mythe, parce que pour moi c'est un peu un mythe aussi, on pourra en parler éventuellement. Et j'ai longtemps cru, je me suis rendu compte que c'est pas si simple que ça en fait. Il y a des choses que tu peux automatiser, mais par contre le mythe du business où t'as strictement rien à faire, tes clients arrivent, ça vend tout seul et tout, c'est un peu un mythe exagéré. Ouais. Moi, je connais des personnes qui ont des business totalement automatiques, avec du media buying et une grosse séquence email, et qui tournent très fort, mais il faut déjà un niveau de compétence en marketing et en connaissance client. En gros, tu as bossé 3 ans comme un malade, et après, pendant 3 ans, ton truc il va tourner en automatique. Mais c'est Mhm. l'équivalent de si tu avais bossé 6 ans, en fait, tu vois. Ouais.
Bah, Il n'y a pas vraiment de raccourci en fait. bah, regarde, il y a une des personnes, parce que ça m'arrive aussi de coacher des mecs sur le côté entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont inspirés, qui me contactent via Dragueur de Paris, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont inspirés par mon parcours, et il y en a qui me demandent spontanément des coachings, etc. Et j'en ai coaché un il y a quelques semaines, lui c'était marrant, c'est vraiment la caricature de ce que j'étais il y a 4 ans. C'était le mec, il a suivi la formation, je vais pas dire de qui c'est, d'un formateur en ligne qui lui vendait le fait de vivre de son site internet, entre guillemets, sans rien faire. Et du coup, le mec, il m'appelait en coaching, il me disait ouais, Mike, qu'est-ce que t'en penses? Là, regarde, c'est mon site. Et là, ce que je pensais faire, tu vois, c'est créer des tunnels de vente avec des séquences automatiques et puis mettre des upsells et des machins et tout. Et il commence à partir en sucette comme ça. Et là, je le coupe comme ça, je lui fais non, attends, ton client, c'est qui? Et là, déjà, il savait pas me répondre. Il savait pas me dire qui est son client. Et après, je lui ai dit, ok, bon, déjà, tu sais pas qui est ton client. Et ensuite, ton client, il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Et là, il sait pas. Et là, je lui ai dit, alors, pourquoi tu veux faire des tunnels de vente alors que tu n'as aucune connaissance de ton client? C'est pas logique. Et le mec, il s'est fait inséminer par tous ces discours-là. Alors qu'en fait, les tunnels de vente, ce qu'on ne dit pas sur les tunnels de vente, c'est qu'il faut des années d'expérience pour que ça marche. Parce qu'il faut savoir ce qu'on fait, il faut connaître parfaitement son client cible, il faut le connaître par cœur, il faut le connaître comme si c'était ta mère ou ton père. Et j'exagère pas en disant ça. Et tant que t'as pas fait ça, faire un tunnel de vente, c'est du suicide. En fait, c'est un fléau actuellement les tunnels de vente sur le marché parce que moi j'ai plein de débutants qui viennent me voir, qui veulent faire bah, je fais mes tunnels de vente, j'ai mis de la pub Facebook et puis ça marche pas. Bah ouais, Bah oui. parce que t'as pris une audience super large sur Facebook, t'as mis 100 euros parce que t'as pas forcément d'argent pour commencer et tu sais pas à qui tu parles, ta pub elle a aucun sens. Enfin, Ouais, c'est ça. et ton tunnel de vente il est en 15 000 étapes. En fait, à chaque étape tu perds des gens donc à la fin t'as plus personne. Bah Bah ouais, ouais. normal. Et dans le tunnel, tu retrouves toutes les erreurs classiques du débutant. Le mec qui parle que de lui, qui parle pas aux vrais besoins clients, qui est pas incisif. Enfin, tu vois vraiment toutes les erreurs du mec qui débute, quoi. Ouais, tu vois, encore à mon niveau, et pourtant j'ai un business qui commence à tourner assez fort par rapport à la moyenne des entrepreneurs et coachs. Euh, je fais encore toutes mes ventes à la main sur Messenger, tu vois. Ouais. Toi, tu les fais sur mes Facebook Messenger, les ventes? Ouais, Messenger, WhatsApp, moi j'aime bien vendre à l'écrit. Tu vois, je suis un peu comme Par toi, écrit, ouais. spécialisation. Toi, tu dragues à l'écrit, moi aussi je drague à l'écrit. Ouais. Et je trouve ça beaucoup plus agréable. Ça fit ma personnalité, tu vois, donc c'est facile. Et ouais, du coup, tu vois, j'ai des formulaires, ce genre de choses pour un peu simplifier les choses, mais Ouais. je vends à la main encore, tu vois. Hmm. Et je sais pas si un jour je ferai. Après, moi, je fais pas de formation, donc pour mes clients, mais j'ai des gros clients en Done for You, on fait des tunnels de vente, mais ça reste des trucs simples, quoi. C'est un formulaire, une page, un formulaire de commande, et voilà, quoi. Tu vois, tu fais pas 15 000 vidéos. Bah, en fait, ça fonctionne quand tu commences à brasser. T'as 100 000 personnes qui passent sur ta page, ok, ça a du sens, tu vois. Ouais. Mais pas avant. Au début, tu vois, il y a un célèbre auteur c'est Paul Graham, je sais pas si tu connais, Si. qui est un des cofondateurs de YC. Donc YC, c'est le plus gros incubateur de start-up aux États-Unis, qui a vu passer des trucs comme Airbnb, Dropbox. Enfin voilà, c'est vraiment Paul Graham, c'est vraiment un mec très successful. Et en gros, il a écrit un article qui est vraiment célèbre dans le monde des startups et que toutes les personnes là, qui veulent faire des tunnels de vente devraient lire. Ça s'appelle Do Things That Don't Scale. Et en gros, l'idée, c'est avant que ton business model fonctionne, donc que tu fasses, je sais pas, par exemple, nous, dans l'infoprenariat, ça pourrait être, avant de faire tes 100K de bénéfices, tu vois, Hmm. tes premiers 100K de bénéfices, bah juste vends à la main, en fait. Ouais. Genre, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien de faire un tunnel de vente si tu sais pas à qui tu parles en fait. Si t'as pas déjà vendu des formations ou du coaching à la main en fait, ça n'a aucun sens. Ouais. Et malheureusement, en fait, le vrai problème derrière tout ça, c'est que les gens ils ont peur de vendre parce qu'il y a plein de blocages plutôt émotionnels, mindset. Et du coup, parce qu'en France, la vente c'est mal, parce que gagner de l'argent c'est mal vu, etc. etc. Ouais. Parce que du coup, dans l'éducation en tant que salarié, bah, pourquoi tu irais vendre alors que t'as un salaire qui tombe? Bah non, pour avoir de l'argent, faut faire des études, tu vois, faut pas apprendre à vendre. Et on comprend pas aussi que vendre, c'est aider les autres, c'est pas leur voler leur argent, tu vois. Donc c'est plein de blocages comme ça. Ouais. Y a des gens qui ont tout, moi j'en avais plein, tu vois, et c'est pareil, c'est un truc qui s'apprend.
Et une fois que tu passes tout ça, bah là, t'es ok de vendre en one-one, tu vois. Mais ce que la plupart des gens font, en fait, c'est qu'ils font un tunnel de vente en se disant, bah c'est automatique, j'ai besoin de parler à personne, et je vais avoir de l'argent sur mon compte, et Ouais. donc bah, je peux me cacher derrière mon écran. Mais Alors que la c'est un moyen de vérité, fuite en fait. Quand tu y réfléchis, c'est comme tu as très bien dit, le mec il a peur de vendre et en fait c'est un moyen de fuite. Il se dit je vais me c'est cacher derrière un exactement ça. écran, je vais faire des tunnels et comme ça m'évite d'avoir le mec au téléphone et de vendre. Alors qu'en fait la première chose qu'il faut faire, alors je sais plus dans quel film c'est, je crois que c'est le Loup de Wall Street. Au tout début, t'as le mec, je crois que c'est le Loup de Wall Street le film, le mec il arrive dans la salle de marché. Et tout de suite, t'as son supérieur, il tombe dessus, il fait décroche ton putain de téléphone et appelle les clients. Ouais, Et en fait, c'est ça qu'il ouais, faut ouais. faire, c'est tu décroches ton téléphone, t'appelles les mecs, tu les écoutes et tu écoutes, tu comprends le besoin client et tu proposes quelque chose derrière. C'est avec DiCaprio et Matthew McConaughey, je crois. Je crois, ouais. Oui, DiCaprio, oui, Où ouais. il lui fait la scène là, ouh. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment c'est dans les 10 premières minutes du film, je crois. Ouais. Je trouve cette scène, elle est bien. T'as d'autres films aussi sur la bourse, parce que j'aime bien les films de bourse. Et c'est où t'as des scènes un peu similaires. Le mec il dit ouais, appelle, décroche le téléphone, machin. Et justement, c'est ce qu'il faut faire. Et quand j'ai démarré dans la séduction, pareil, j'avais ce syndrome de l'imposteur au début, la vente, j'ai jamais appris ça. Pire que ça, tiens-toi bien, Pierre, en école d'ingénieur, ce qu'on t'apprend, on t'apprend que si ton produit est bien conçu, que t'as pas besoin de le vendre. Et que si t'as besoin de le vendre, ça veut dire que ton produit c'est de la merde. Et en gros, en école d'ingénieur, on te dit les commerciaux c'est des mecs payés à rien foutre pour se promener en costard et distribuer des flyers. Et en gros, on t'apprend ça en école d'ingénieur. Sauf que le jour où tu crées ton propre business, bah, tu te rends compte que si tu sais pas vendre, tu survis pas. Et tu es obligé de te démarquer d'apprendre ce que tu n'as jamais appris en fait, de te débarrasser du syndrome de l'imposteur, de comprendre qu'en fait la vente, ouais, moi j'aime bien utiliser ce terme, la vente c'est de la co-construction avec ton client. C'est-à-dire C'est ça, ouais. tu vas co-construire une solution pour lui. Le mec ou la nana te contacte, il dit voilà j'ai un problème, je voudrais faire X et j'arrive pas parce que Y. Donc tu le fais détailler, tu l'écoutes, etc. Tu dis bah voilà, pour atteindre l'objectif que tu veux, je te propose tant, qu'est-ce que t'en penses, machin. Et en fait, t'es pas en train de le pigeonner là, la personne. Tu co-construis avec lui. Il te dit j'ai un besoin, je veux faire ça, peux-tu m'aider? Toi tu dis bah oui, je te propose ça, qu'en penses-tu? Et là il dit oui, non. Et une fois que c'est bon, après t'as la question du prix évidemment. Et ça en France, c'est hyper tabou la question du prix. Pour te donner un exemple, une fois avec un des coachs, bon, il bosse plus avec moi aujourd'hui, et un dragueur de Paris, on est 5 personnes, et il y avait une personne avec qui je travaillais avant, et cette personne-là, une fois, m'avait embrouillé parce que quand j'ai commencé à vendre des coachings vraiment très très chers, cette personne avait le syndrome de l'imposteur. Et elle a commencé à me dire mais Mike, mais ça se fait pas de vendre des coachings à ce prix-là, t'es en train d'arnaquer les gens, machin. Et je dis oh putain, lui là, il a le syndrome de. Il est en plein dans le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire le mec qui trouve que c'est illégitime, que limite on devrait faire des coachings gratuits. C'est limite ça en fait. Ça, voilà, c'est toute la propagande française, religieuse, etc., c'est des années. Tout le monde a grandi dedans et pour en sortir, c'est très dur, quoi. Ouais, ça demande du travail. J'ai mis des mois à m'en débarrasser hein, de ça au tout début. Pareil, pareil, c'est beaucoup de travail, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on sort. Tu comprends juste que le monde, c'est un Ouais. échange et Bah oui, c'est tellement plus sain, en c'est un fait. échange en fait. C'est t'échanges, le mec a un besoin et t'échanges tes services contre rémunération pour l'aider à atteindre un objectif que lui-même t'a donné. C'est même pas de la vente en mode marchand de tapis où tu dis achète, achète, achète. C'est le mec, il a un besoin et t'y réponds. De toute façon, il y a un truc, une règle universelle qui est très simple, c'est à partir du moment où la personne achète chez toi, c'est elle qui a choisi d'acheter. Donc tu peux pas être un Ah voleur, bah en fait. oui. Tu vois, t'es pas allé lui voler l'argent sur son compte ou chez lui, tu vois. Genre, c'est la personne, elle est venue chez toi, elle est venue lire ton contenu, elle est venue réserver un appel avec toi. Il y a un moment, enfin voilà, Bah c'est si elle ça. décide d'acheter, c'est pas toi qui l'as forcé, tu vois. Et tu lui donnes un temps de réflexion, c'est-à-dire que tu fais pas un achat compulsif dans le mode clique ici Voilà, tout de voilà. suite, sinon c'est foutu et tu rates machin, tu joues pas l'urgence à mort comme ça. En général, les clients de coaching qui contactent, je leur laisse toujours 48 heures de réflexion. Ouais, c'est Comme ça, ça, ils ouais. ont bien le temps d'y réfléchir, de savoir s'ils sont motivés, etc. Et puis après, c'est eux qui saisissent leur carte bleue, ils ont plus de 18 ans, enfin, ils sont autonomes, hein, c'est des hommes. Hein, ça.
tu mets pas le couteau sous la gorge, tu mets quand même une date parce que voilà, il faut qu'on avance dans la vie. Ouais. Mais voilà, moi, Bah, on partage cette vision. bah, tu fais l'inverse du Nidis, tu dis voilà, je te laisse 48 heures pour y réfléchir et bah, si à 48 heures, tu me donnes une réponse, oui ou non. Si c'est non, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Si tu me dis Mm. non, ça veut dire que ton problème n'est peut-être pas suffisamment prégnant pour toi et dans ce cas, bah, tu reviendras vers moi plus tard et si j'ai des places, on en reparlera, quoi. Ouais, Oui, je t'entends. cool. Est-ce que ça enregistre toujours chez toi? Ouais, ouais, ça, j'ai pas coupé. Je couperai le passage où. Je remets la vidéo ou pas? Non, t'inquiète, bah du coup, moi j'enregistre pas en vidéo. Ok, je crois que tu me parlais du fait de pas être midi. Bah, du coup, je sais plus où j'en étais. Mais je crois que j'avais terminé, ouais, sur la partie midi, ouais. Du coup, un truc dont je voudrais parler avec toi, Mike, c'est le copywriting. Oui, Donc le copywriting, c'est l'art de vendre à l'écrit. Donc toutes les personnes qui me suivent me connaissent, mais je précise parce que je sais que tu vas aussi partager de ton côté cette interview. oui. Donc le copywriting, pour faire simple, aujourd'hui, c'est les emails et les pages de vente. Euh, donc toi, comment est-ce que tu as appris le copywriting? C'est quoi pour toi les bases? Comment ça marche? Comment est-ce que tu vois le copywriting? Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Ouais, bien sûr. Alors, déjà, le copywriting, quelque part, je fais une explication de contexte, que tu vas comprendre aussi pourquoi j'aime autant le copywriting. Quand j'étais plus jeune, au départ, moi, je voulais faire littéraire. Ok, Et si j'ai pas fait littéraire, c'est pour une raison très simple, c'est que à part journaliste, en gros, on m'a expliqué qu'il n'y avait aucun débouché. Donc du coup, j'ai fait le deuxième truc qui m'intéressait, c'est-à-dire l'ingénierie. Donc c'est comme ça que je suis devenu ingénieur. Mais j'ai toujours gardé ce goût pour l'écriture que je faisais bah, quand j'ai créé mon blog, etc. Et quand j'ai découvert cette discipline qu'est le copywriting, j'ai tout de suite adoré parce qu'en fait, c'était un peu une réconciliation avec mon goût de l'écriture. C'est-à-dire que j'ai enfin trouvé un débouché pour ce que j'aimais faire et que j'aime toujours faire, qui est l'écriture. Sachant que là, c'est pas de l'écriture pour écrire des articles que personne va lire. Là, c'est pour écrire des pages de vente, des emails que les gens vont lire et qui vont te permettre de gagner ta vie. Donc, j'ai tout de suite aimé ça, le copywriting, et notamment le copywriting écrit, parce qu'il y a plusieurs formes de copywriting. Tu as le copywriting à l'oral ou en vidéo, chose que je sais faire, mais où je suis moins bon. Et tu as le copywriting écrit, c'est là-dessus que j'ai jeté mon dévolu. Et au départ, mon copywriting, par contre, était relativement mauvais parce qu'au départ, mon copywriting, ça consistait à écrire des romans. Je pensais que pour vendre, il fallait beaucoup écrire, qu'il fallait bien écrire, qu'il fallait faire des belles phrases, etc. Et j'ai vu que ça marchait pas très bien, donc du coup j'ai commencé à me renseigner. C'est là que j'ai compris les bases du copywriting, c'est-à-dire t'adresser à la personne à qui tu parles, faire des phrases simples, des phrases courtes, espacées, un fil directeur à chaque fois, etc. etc. Donc j'ai assez vite appris ces bases de copywriting, et puis ensuite bah, je me suis mis à l'emailing quotidien, et ça c'est ce qui m'a fait... ça m'a tout de suite plu déjà. Et c'est ça qui m'a beaucoup permis de progresser. Et ça me permettait aussi de répondre à un besoin que j'avais à l'époque, qui était de garder contact avec ton audience. Parce qu'à l'époque, enfin c'est toujours le cas aujourd'hui, quand tu écoutes les marketeurs compagnie, te disent ouais, faut ouvrir un compte Instagram, faut faire des stories, ou faut faire des vidéos quotidiennes sur YouTube, etc. Il y a eu une mode à un moment sur les vlogs, etc. Et moi, ça m'intéresse pas. Je pense que je suis un peu comme toi à ce sujet. La vidéo, c'est pas mon kiff, tu vois. C'est pas le truc. J'ai absolument aucun plaisir à faire de vidéo, mais zéro, quoi. Et quand j'ai découvert l'emailing quotidien, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça te permet de garder du contact, un lien étroit avec ton audience. Et ça te permet de te défouler dans ce que tu aimes faire, c'est-à-dire l'écriture. Et en plus, effet qui se cool, c'est écrire pour proposer tes produits et services. Donc ça veut dire que tu gagnes ta vie avec ça. Et c'est comme ça en fait que je suis rentré dans le monde du copywriting et je me suis passionné pour ça parce que ça me réconcilie avec mon goût pour l'écriture en fait. ok, c'est vraiment chouette. Et du coup, il me semble que en ce moment, tu es en train de réfléchir à aller un peu plus loin dans cette direction. C'est-à-dire? Je sais pas, il me semblait que tu voulais faire
du copywriting pour ton business, enfin d'autres business que la séduction, des choses comme ça? Bah alors, je le fais déjà, c'est-à-dire de temps en temps, en fait, j'ai des personnes qui me contactent sur Driver de Paris, qui me demandent, enfin, qui kiffent les emails quotidiens, qui voient qu'en copywriting, que je me débrouille bien. Et il y en a qui me proposent de travailler pour eux. Bon, la plupart des personnes, je leur dis non parce que j'ai pas le temps. Sauf un ou deux projets où j'avais le temps et que j'ai trouvé suffisamment intéressant pour les accepter. Et donc en fait, j'en fais déjà du copywriting pour d'autres business, mais aujourd'hui je le fais un peu en mode sous-marin, c'est-à-dire je fais du done with you et avec ces personnes-là. Mais pour l'instant, oui, effectivement, j'aimerais bien, d'ici quelques mois, je ne sais pas exactement encore, ouvrir un site sur le copywriting. J'y pense, mais pour l'instant, je le fais pas parce que en fait, j'ai déjà des clients en copywriting. J'ai pas forcément besoin d'aller en chercher de nouveaux ou de me faire connaître à ce niveau-là. Donc voilà, ça, je le ferai peut-être un jour, mais pas tout de suite, tout de suite. Ok. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que toi, tu as réussi à comprendre et à devenir bon en copywriting, déjà alors que tu as un taf à côté, ça on va en reparler, mais surtout avec un profil technique d'ingénieur, Ouais. et tu as réussi retrouver ce côté de ta personnalité qui matchait avec le copywriting. Parce que je pense peut-être qu'on peut le dire, hein, le copywriting c'est pas forcément un truc pour tout le monde. Il y a des gens qui sont bien meilleurs pour vendre en vidéo. Ouais. Euh, Après, les vidéos, ça peut être un truc qui script, et donc là, ça rentre dans le cadre un peu du copywriting, mais le copywriting, c'est vraiment du texte, quoi. Bah, Et il y a un de mes clients qui a eu ce problème. C'est-à-dire, c'est un de mes partenaires avec qui je travaille. Et il y a quelques mois, il m'a dit ouais, Mike, je vais faire du copywriting, machin. Et là, je l'arrête tout de suite parce que je le connais un peu. C'est un mec qui est pas très très fort en écriture. Je lui dis mec, non, le copywriting, c'est pas pour toi. Sauf que c'est quelqu'un qui avait un ego un peu fort. Et quand je lui disais le copywriting, c'est pas pour toi, il aimait pas, tu vois. Donc il voulait me prouver qu'il allait y arriver. Et du coup, on a travaillé, enfin j'ai travaillé avec lui parce qu'il m'a demandé de l'aide à ce niveau-là, de le coacher sur le copywriting. Bon, ses mails, ça allait pas du tout. Ses pages de vente non plus. J'étais obligé de les défoncer à chaque fois parce que ça le faisait pas. Par contre, son point fort à lui, c'est un génie en vidéo, je te jure. Ce mec est un génie de la vente déjà. C'est lui qui m'a appris à vendre. Tu l'enfermes dans une pièce avec n'importe qui. En 1 heure, il vend un coaching à n'importe qui. C'est un génie. Je te jure, c'est un génie. Moi, je serais jamais aussi fort que ce mec-là, tellement il est fort. Et à lui, je lui dis, mais arrête le copywriting, fais des vidéos quotidiennes, par exemple. Fais ça, c'est ton point de fort. Et il a fini par m'écouter et à arrêter de faire du copywriting écrit, puisque à chaque fois, je lui disais tout ce qui allait pas. Niveau ego, ça faisait un peu mal, quoi. Mais à la fin, il s'est décidé à m'écouter, à faire des vidéos quotidiennes et à faire là où il est le meilleur. Et ça marche très bien. Et je te raconte cette histoire pour une raison très simple, c'est le copywriting. Un, c'est pas facile, contrairement à ce qu'on peut faire croire. Et deux, c'est pas pour tout le monde. Si tu veux faire du copywriting écrit, il faut avoir un goût profond pour l'écriture, il faut aimer ça. Il faut t'accrocher pendant des mois, parce que c'est dur, et tu mets beaucoup de temps à devenir bon. Même aujourd'hui, je me considère pas comme un génie du copywriting, parce que par exemple, ça on peut en parler, c'est aussi un peu introspection. Un des défauts de mon copywriting, c'est que j'ai une tendance facile à faire du trash. Et Ouais, c'est pas, c'est mon point faible. C'est-à-dire, ouais, ouais. j'ai une facilité à être incisif, rentre dedans. Par contre, l'inconvénient, c'est que je vire très très vite dans le trash, voire dans le scandale. C'est un peu ce qu'on disait avec l'humour, c'est quand tu vas trop loin dans la punchline, le trash, bah ça casse la vente en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est mon défaut, ça. Mm. Ça, c'est un truc, ouais, pour les gens. Du coup, je voulais montrer, on l'a pas fait en vidéo, donc les gens pourront aller voir tes pages de vente. Moi, je le trouve super marrante, mais je suis pas sûr qu'en termes de vente, ce soit toujours le plus efficace. Justement, je voulais savoir avec toi si t'avais fait un peu de tests là-dessus. Oui, et pour rien te cacher, en fait, ça fait plusieurs semaines que je travaille intensivement dessus parce que il y a des. Alors, je sais pas quand c'est que tu allé voir le site la dernière fois, c'est récemment ou pas? Bah là, je suis sur ta page l'ABCDR des femmes Ouais. et Hack Tinder. Ok, d'accord, bon, c'est ta dernière version. Parce que si tu veux, la plupart des pages de vente que j'avais écrites, elles dataient de 1 an et j'y ai pas touché depuis. Donc ça faisait 1 an qu'elles tournaient, elles faisaient des chiffres satisfaisants, mais je sentais que je pouvais faire beaucoup mieux. Et donc du coup, là j'ai passé, alors que j'ai chronométré sur Toggle, je crois que j'ai passé au total.
Au total, je crois que j'ai passé 70 heures en plusieurs semaines à réécrire la majorité de mes pages de vente pour justement corriger tout ce qui n'allait pas, corriger le côté un peu trash, être un peu plus focalisé sur le besoin client, mettre davantage de preuves, mettre davantage de bons témoignages, etc. etc. Et j'ai passé des dizaines d'heures à retravailler toutes ces pages de vente, justement parce que bah, en ces 6 derniers mois, j'ai beaucoup progressé en copywriting. Et Mhm. de temps en temps, bah, je me tape la réécriture de pages de vente pour les améliorer, quoi. Moi, ce que j'aime bien dans ton copywriting, tu vois, là, je suis sur une de tes pages, c'est que tu commences direct avec une image. Donc, par exemple, tu mets une capture d'écran, là, il y a marqué Julie Corcoran, et paf, elle te clash direct, et donc tu rentres direct dans la douleur du prospect avec un truc concret et une image, et ça, je trouve ça vraiment top. Ouais, ça c'est un truc que j'aime bien faire, ouais. Mm. Et il y a peu de gens, aux US, ça, ils ont déjà bien compris, mais en France, il y a peu de gens qui ont compris que le copywriting, c'est ce que tu disais, t'as pas besoin d'écrire des pavés. Des fois, ça peut être un titre qui claque, quelques photos, quelques bullet points, un appel à l'action, puis c'est réglé, quoi. Ouais, c'est ça. Et toi, c'est un peu ce que tu fais, genre t'as des pages plus ou moins longues, mais globalement, le texte il est en gros, t'as beaucoup d'images, et c'est très parlant, quoi. La personne, par exemple, il y a une page qui m'avait fait mourir de rire chez toi, c'est, je sais plus quelle formation c'était, j'avais essayé de la trouver, là je l'ai pas retrouvée, où tu mettais, voilà, si, je sais plus ce que c'était vraiment le langue que tu prenais, mais c'était, voilà, si tu prends pas ma formation, tu vas finir avec des moches, et tu mettais une photo de meuf, genre tu vois, pas les meufs Ah oui, je complètement crois savoir moches, à mais quel film. Ouais, terribles, quoi. ouais. Et après, tu mettais une photo avec des nanas plus jolies. Et du coup, tu as tout de suite le contraste. Enfin, le gars, dans sa tête, je pense que il a très très vite compris où il va aller s'il prend pas ta formation. Tu vois. Bah, je l'ai toujours cet angle data, je crois que c'est la page Notre Coaching Hack Ticket qui s'appelle Renaissance. Ah, ça doit être ça, ouais. Ah non, c'est plus ça. Non, c'est une autre page, mais effectivement, elle est en travaux, c'est pour ça qu'il n'y a plus accès. Ok. Et là, je l'ai retravaillé. Et l'accroche, elle commence par ce que tu veux, c'est ça. Et là, je mets deux photos de très belles Ah, nanas juste en exactement, dessous. ouais. Et après, je mets un autre titre et je fais, mais en réalité, ce que tu as, c'est ça. Puis là, je mets une photo de deux moches de 150 kilos et tout. Et puis après, je rajoute une troisième image. Là, je mets, et finalement, ta situation, c'est ça. Et le mec, il est tout seul devant un écran de PC dans le noir. Et c'est comme ça que j'accroche l'attention. Puis ensuite, tu détailles, tu mets du texte, etc. Mais j'aime beaucoup accrocher l'attention avec du visuel du mec qui parle par rapport à sa vie d'aujourd'hui. Pour qu'il puisse se projeter, tu vois. Pour qu'il puisse se dire, ah ouais, effectivement, c'est vrai que machin. Et je trouve que c'est pas mal pour accrocher l'attention du mec avant qu'il commence à lire le texte. Parce que Toi, si tu commences direct avec du texte, enfin moi c'est mon cas par exemple, quand j'atterris sur une page de vente où il y a direct un pavé à lire, j'ai pas envie de le lire. Je dis non, t'as pas accroché mon attention. sauf si c'est très bien ciblé. Et encore une fois, ça dépend vraiment qui tu cibles. Genre, par exemple, si tu Ouais, cibles. Moi, je vais vraiment lire du texte parce que c'est ce qui m'intéresse, tu vois. ouais. Je vais être une cible qui va plonger là-dedans. Ça dépend, en fait. Bah Il n'y a pas de règle. Mais en- toi, en l'occurrence, ta cible, c'est sûr et certain que c'est des gens qui vont plus. Genre, une photo de fille jolie et moche, ça va direct catcher leur attention. Enfin, c'est évident, quoi. en fait, dans mes pages de vente, généralement, il y a deux lectures. Il y a la première lecture, c'est le mec, il va survoler la page, il va voir si, si c'est pour lui, si c'est pas trop Uh-huh. mal, etc. Donc là, il va faire comme les enfants quand tu donnes une BD. Il va regarder les gros titres, il va regarder les images. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur les titres et les images. Donc il va survoler, il va dire ouais, ok, c'est là intéressant, machin et tout. Et s'il juge que c'est suffisamment digne d'intérêt pour lui, à ce moment-là, il va faire une deuxième lecture où là, il va lire tout ce que tu as écrit. Mais Ok. il lit rarement tout le texte du premier coup parce que bah, c'est un mec qui farfouille un peu ton site. Et quand il voit que la page est très longue, il va juste survoler au départ. Ça, tu le sais parce que tu as un tracker sur ton site. Ouais, j'ai un tracker et puis ce sont aussi les clients qui me l'ont dit. Donc Mais ouais, j'ai utilisé des trackers pour regarder. Il y a des outils qui te permettent de faire ça. Où en Ouais, fait, c'est Hitmap, je crois. non, c'est plus Hitman, c'est. Alors attends, je dois l'avoir dans un coin. C'est Mind. Mouseflow, ça s'appelle. Ok. Mouseflow. C'est un outil en fait où quand les gens arrivent sur ta page, limite ça va filmer tout ce qu'il est en train de faire en fait. Et en fait, Ouais. tu peux faire. Ça fait des recordings comme ça. Et tu peux faire des replays où tu regardes le comportement exactement, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont en train de lire quand ils sont sur ta page. Et c'est vachement intéressant parce que ce que tu vois, c'est que la plupart des mecs, ils regardent les images et les titres. Ouais, c'est ça, ouais. C'est titre, appel à l'action. Souvent, les gens regardent le prix. Aussi, Euh, ouais, ils scrollent, ils cherchent direct le prix aussi. ouais, Il y en ouais. a beaucoup qui font ça. Et les puces promesses.
Ouais. Bah ça, c'est un problème que j'ai eu aussi, la question du prix. Tu connais l'outil Podia ou pas? Ouais, Ok. Bah là, aujourd'hui, tu sais, j'héberge toutes mes formations sur Podia. ok. Et le gros problème que j'ai eu pendant longtemps, et j'ai espéré qu'ils corrigent le truc, il est toujours pas fait, donc finalement j'ai pris les devants, c'était qu'ils arrêtent d'afficher ce putain de bandeau dès que tu arrives sur la page de vente où il y a écrit le prix en gros. C'est-à-dire le Ah mec a ouais. même pas commencé à lire qu'il y a déjà écrit le prix de ton truc. S'il coûte 50 euros, c'est pas très grave. Par contre, si ça coûte 500 euros, c'est pas la même chose, tu vois. Donc le mec, il voit le prix, il se barre tout de suite. Et c'est pour ça qu'in fine, là, j'ai beaucoup travaillé aussi sur mes pages de vente parce qu'il y a beaucoup de pages de vente que j'ai déplacées de cet outil sur mon site principal pour que justement le prix s'affiche pas au début et que le mec il se dise ah non, c'est trop cher et il se barre. Vente de Podia vers une autre plateforme. Bah, sur WordPress en fait. Bah vas-y, on peut reprendre là-dessus. Ouais, bah, je les ai switchés sur WordPress pour éviter ces problèmes-là. Puis aussi parce que Podia m'a bien gonflé parce que tu peux pas personnaliser grand-chose, quoi. Ouais, ouais. Ok. Donc maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de plus toi, ton profil d'entrepreneur, qui je pense pourra intéresser pas mal de gens dans mon audience. Euh, donc toi, t'es un mec à la base timide, introverti, ça on le voit aussi sur tes pages de vente, tu montres un peu ton évolution perso. Oui. Et aujourd'hui, t'as un truc qui est intéressant, là tu me disais en off avant qu'on commence que t'arrives au bout, mais jusqu'à présent, là, t'as un mec quand même qui génère plus de 5 chiffres par mois avec ton business, t'as des personnes qui travaillent avec toi. Et pourtant, tu as encore aujourd'hui un CDI à temps plein en tant Oui. qu'ingénieur avec des responsabilités. Oui. Comment tu t'organises? Comment tu fais pour gérer un business? Tu me dis que tu as en plus d'autres business où tu fais du copywriting, en plus de ton CDI. Vas-y. Du coup, plusieurs choses. Donc, le truc qui est bien quand tu as un CDI à côté, c'est que ça t'oblige à aller à l'essentiel, à t'intéresser à aller droit au but, à t'intéresser aux choses qui marchent. Alors, et en fait, c'est un gros avantage parce que du coup, ça t'évite de te disperser. Parce que je connais énormément de personnes qui sont entrepreneurs à plein temps, c'est-à-dire qui ont toute leur journée pour faire l'entrepreneuriat et qui en fait se dispersent dans tous les sens, font plein de trucs qui servent pas à grand-chose. C'est-à-dire, je te donne un exemple, genre les mecs, ils se disent, ouais, je vais créer un compte Twitter, ouais, je vais faire des stories sur Instagram, ouais, je vais faire une chaîne YouTube, ouais, je vais écrire des articles, ouais, je vais faire ça, machin, tout. C'est-à-dire les mecs, ils vont remplir leur agenda. Alors que moi, je pouvais pas faire ça parce que j'avais pas la charge cognitive et mentale et ce que tu veux pour faire ça. Donc quand j'ai commencé, je me suis dit, bah, comment je vais me faire connaître? Ça va être les articles, point barre. Et ça va être que ça. Du coup, j'ai fait que des articles au début, ce qui me prenait pas tant de temps que ça finalement. Et c'est comme ça que j'ai réussi à concilier le fait d'avoir un travail à côté, le fait de faire monter un business parce que tu vas à l'essentiel. Ok, c'est vraiment intéressant. Et du coup, t'as réussi à tourner ce truc, le fait d'avoir peu de temps en une force, en étant vraiment focus sur peu d'actions qui amenaient beaucoup de résultats, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, mon objectif, c'est pas de passer 10 heures par jour à bosser comme un fou sur ton business. Parce que faire ça, ça te revient à te créer un autre CDI. Alors qu'au Ouais, contraire, c'est plus intéressant de dire, bah, par exemple, je travaille 3 heures par jour, tous les jours sur ça, ce qui fait 20-25 heures à la fin de la semaine, quelque chose comme ça. Et si tu fais les choses bien, ça suffit largement, tu vois. Alors que comme je le disais, il y a des entrepreneurs que je connais qui ont tellement de temps libre que leur obsession, c'est remplir leur temps libre en s'inventant, en se créant des nouvelles tâches en lien avec leur business. ouais, c'est ça. Puis il y a aussi plein de gens qui n'arrivent pas à juste se laisser le temps de réfléchir. Pour moi, la valeur d'un entrepreneur, c'est tu résous des problèmes et tu laisses ton cerveau réfléchir à des solutions, en fait. Et y a pas mal ce truc, tu sais, de productivité, tu te lèves à 6 heures du mat, tu écoutes des podcasts, et tu lis des livres, tu suis des nouvelles formations, et t'arrêtes jamais, en fait. Tu bosses, tu lances des projets, nanana, et en fait, pour moi, la façon la plus simple de réussir, c'est que tu te focuses sur un truc simple, comme tu disais, une source, par exemple, de trafic, un produit, un business model très simple, et tu te laisses le temps de vraiment faire ça bien, quoi. Genre, par exemple, si tu écris un email par jour, il n'y a pas besoin de faire 15 000 trucs à côté, mais juste ton email, je passe, tu vois, par exemple, quand j'écrivais encore un mail par jour, je passais entre une demi-heure et 1h30 dessus. Ouais, C'était le truc où je mettais mon énergie là-dessus, quoi. C'était ma priorité de la journée. Et tu vois, tous les 4-5 emails, j'avais un client sur un gros ticket et mon business il tournait très fort grâce à ça, tu vois. J'avais ouais. pas besoin de faire, comme tu disais, Instagram, Twitter et compagnie.
Donc ouais, moi j'ai aussi des clients qui sont en CDI ou qui étaient en CDI quand on a commencé à bosser ensemble, des personnes que j'ai accompagnées ou j'accompagne en coaching business. Et tu vois, ils avaient un peu aussi ce frein de me dire, ouais, mais tu vois, je suis en CDI, enfin, comment je vais faire déjà, j'ai déjà pas trop le temps de bosser, est-ce que ça vaut le coup de prendre un accompagnement en plus? Et en fait, bah, totalement, parce que le fait de te faire accompagner par quelqu'un, et je pense que toi, ça doit être la même chose pour ceux qui font que t'accompagnes en séduction, Oui. ça te permet en fait, tu vas pas bosser plus, mais tu vas bosser sur les bonnes actions. Et surtout en business, c'est un truc aussi contre-intuitif que le business ou la séduction d'ailleurs. Bah, tu gagnes des mois, des années avec quelqu'un qui te montre le chemin et qui va te dire, genre voilà, c'est les 3 actions de la journée et ça suffit quoi. Si t'en rajoutes Bah une de ouais, c'est plus, ça. t'auras pas plus de résultats, t'en auras peut-être moins et tu seras crevé et malheureux. Ouais, faire ça, ça demande à renoncer à un certain nombre de choses, aller à l'essentiel, et ça, il y a des personnes qui ont du mal à le faire. Mais c'est vrai que, par exemple, là, le point que tu soulevais, qui est très juste, le fait de se faire accompagner, effectivement, moi aujourd'hui, j'accompagne en séduction mes clients, mais moi aussi, je me fais accompagner sur plusieurs domaines différents, parce qu'en fait, j'ai compris que te faire accompagner, ça te fait gagner des mois ou des années. Alors qu'il y a des gens ils râlent toujours en disant ouais, mais se faire accompagner, ça coûte cher. Par exemple, je sais pas, tu prends 1000 euros d'accompagnement pour une thématique donnée. T'as plein de personnes qui vont dire ah, mais non, mais c'est trop cher pour 1000 euros, tu peux t'acheter, je sais pas, un iPhone X ou des trucs comme ça. Je peux le faire tout seul, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de me faire accompagner. Je dis ouais, tu peux y arriver tout seul, mais la question c'est combien de temps tu vas y arriver? Combien de temps tu vas mettre? Tu vas mettre 5 ans, 10 ans, alors qu'un accompagnement, tu vas diviser par 10 le temps nécessaire pour atteindre ton objectif. Donc oui, tu peux y arriver en te débrouillant tout seul, mais la question c'est combien de temps ça va te prendre? Et est-ce que tu as ce temps-là? Si tu l'as, pas de problème. Si t'as pas ce temps-là, bah, c'est là qu'un accompagnement va te servir. Tu vois, les gens qui ont ce genre d'argument, je leur parle même plus, hein, c'est vraiment le mindset en carton quoi. Quand tu comprends pas que l'accompagnement c'est un investissement, ok au début, hein, quand tu découvres tout ça, etc., je peux comprendre que ça fasse peur, ça y a pas de souci, mais enfin, si t'arrives pas à te rendre compte qu'investir sur toi, c'est la meilleure chose à faire, et dans tous les domaines et toute ta vie, c'est que vraiment, moi je pense qu'il y a un problème d'estime de soi derrière, en fait. C'est qu'on n'a pas confiance en soi-même, tu vois. Parce que, tu vois, par exemple, là, on l'a vu avec la crise, tout le monde a un peu serré les fesses et s'est rendu compte que bah, son argent, il pouvait peut-être disparaître plus facilement que prévu, que la situation, elle pouvait changer. Le truc qui s'est passé avec le Covid, c'est quand même un truc, personne n'aurait cru que ce soit possible encore une semaine avant le confinement, tu vois. C'est scénario catastrophe quand même. Et Bah là, ouais. on se rend compte qu'au final, ça arrive, les gens ils sont chez eux, bah voilà, des trucs de fou peuvent se passer. Et moi, je pense que à l'avenir, là, dans les prochaines 10, 20, 50 ans, il va se passer enfin, il va y avoir des gros changements sociétaux, tu vois. Et bah, si tu as ce truc de te dire non, je préfère pas investir sur moi, t'es déjà dans la merde en fait, parce que mettons que tu perds tout ton argent, tous les gens que je connais qui ont été un jour millionnaires et qui ont perdu leur argent, ils le sont redevenus en quelques mois, quelques années. Tu vois, c'est vraiment Ouais. la valeur. Pour moi, être riche, en fait, c'est vraiment ce que tu as dans ton cerveau et ton réseau. Tu vois, c'est expérience et réseau. Et l'accompagnement, moi, c'est la façon la plus simple d'accéder à un réseau, à une expérience super vite. Et un réseau aussi, parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est quand tu te fais accompagner, tu bénéficies directement de tout le réseau de la personne qui t'accompagne. Oui, Et c'est vrai. ça, moi, je l'ai vécu avec les derniers coachs avec qui j'ai bossé. Maintenant, on est en train de s'associer ensemble. Et bah, eux, ils ont un réseau démentiel, tu vois. Donc, c'est vraiment un accélérateur de business. Ah, Moi, c'est simple. Sur mon dernier investissement, je crois que j'ai fait 1500% de ROI en 8 mois. ah Tu oui, vois, pas mal, hein. Pas mal, hein. pour faire ça en immobilier ou en je sais pas quoi, tout en automatique, faut déjà être très bon. Ouais. Ce que tu dis, c'est vachement intéressant parce que j'ai une grosse prise de conscience pendant le confinement avec le Covid-19 compagnie. C'est-à-dire, voilà, tout le monde est enfermé chez soi, tu peux pas faire grand-chose, etc. Et à ce moment-là, déjà, je me suis rendu compte que, en fait, avoir de l'argent sur ton compte en banque, c'est-à-dire avoir des chiffres, c'est-à-dire ça sert pas à grand-chose en soi d'accumuler. Parce que c'est de l'argent qui dort et qui ne te sert à rien. C'est-à-dire pendant le confinement, les transactions immobilières étaient bloquées, tous les bars machin étaient fermés. En fait, tu pouvais pas faire grand-chose. Et là, j'ai une prise de conscience. Je me suis dit, ouais, en fait, ton argent qui sert à rien sur ton compte ne sert vraiment à rien. Et même pire que ça, c'est-à-dire sur Internet, tu avais beaucoup de gens qui disent, ouais, crise de la dette, etc. Possible effacement de la dette, donc possible effacement monétaire. Et là, je me rends compte que, bah, en fait,
Accumuler de l'argent pour accumuler de l'argent, ça te sert à rien. Et du coup, pendant le confinement, ce que j'ai fait, j'ai beaucoup plus dépensé pour me former que dans les autres périodes, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, bah déjà, c'était le bon moment pour se former, pour aller encore plus loin, et qu'en fait, ton argent, quelque part, il sert à ça, et que c'est de l'investissement sur toi, c'est-à-dire, ok, tu lâches 1000 balles pour un accompagnement, du coup, sur tes lignes de compte, tu as moins 1000 euros qui sort, écrit en rouge sur ton compte bancaire. Mais quelque part, le fait d'avoir l'accompagnement dont tu vas bénéficier, ça va te servir toute ta vie. Et ça, demain, même si tu as un effacement général des dettes ou machin, ce que tu as appris restera dans ton cerveau jusqu'à la fin de ta vie. Alors que l'argent de ton compte en banque, quelque part, c'est qu'un chiffre et qui peut très bien disparaître finalement. Exactement. Surtout, investir dans des compétences comme, bah là, c'est ce dont on parle. Moi, je vais prêcher nos paroisses, mais on est là pour ça aussi. Investir dans des compétences comme la psychologie à travers la vente, aussi bien la séduction que la vente, en fait. Pour moi, c'est directement de la psychologie, en fait. C'est pour ça que ça se touche autant. Ouais, C'est juste, pour moi, actuellement, c'est juste la compétence qui règle pratiquement tous tes problèmes, en fait. Genre, c'est vraiment incroyable. Tu peux gagner de l'argent, tu peux trouver l'amour avec ça, tu peux aussi pécho si t'es plus dans le délire, enfin, ça dépend à quel stade t'en es de ta vie. Tu peux aussi créer toutes tes relations business avec ça, donc tes meilleurs amis potentiellement. ouais. Avec tes amis, tu peux cleaner toutes tes relations familiales, enfin, c'est vraiment un truc de malade, tu vois. Et, et en plus, c'est quand même assez accessible, tu vois, aujourd'hui. Voilà, moi par exemple, j'ai des accompagnements qui sont peut-être plus chers que les tiens en séduction aujourd'hui, parce que voilà, c'est du business, je m'adresse à une cible qui a déjà un business qui tourne, etc. C'est le cas plus de moyens peut-être aussi. Ouais. Voilà, exactement. En fait, ils ont juste des problèmes plus gros parce qu'ils sont plus avancés dans le business, tu vois. Mais, Bah, t'as aussi la dimension retour sur investissement, c'est-à-dire ah bah oui, dans nos milieux, le mec qui va lâcher, je sais pas, 10 000 € pour un accompagnement, il sait que derrière, ça va lui permettre de gagner beaucoup plus. Donc, et ça, tu peux le mettre dans tes garanties. Tu dis, voilà, tu prends un accompagnement, au maximum un an plus tard, tu l'as largement rentabilisé, tu as fait un ROI de 2 3 4 ou plus et ton truc est rentabilisé. Alors que, par exemple, dans la séduction, si tu expliques à la personne, bon, j'ai déjà coaché des mecs en étiquette, mais quand tu leur expliques, voilà, pour t'accompagner pendant 6 mois, etc., bah, faut lâcher, je sais pas, 8 000 € par exemple, c'est pas pour gagner 8 000 €, c'est-à-dire il va dépenser 8 000 € pour résoudre son problème qui est qu'il a aucune femme dans sa vie, qu'il est pas bien et qu'il est malheureux. Mais t'as un plafond quand même derrière ça. ah bah oui, parce que de toute façon, après, il y a ce délire en ce moment-là des étiquettes qui se calme un peu, je trouve. Ça commence à être un peu Ouais, ça se calme un peu. Je suis moins d'accord. toxique, on va dire. Ouais. Mais, et après, il y a eu aussi des bons côtés avec le étiquette, tu vois, c'est comme toutes les modes. Il y a plein de gens aussi qui ont compris que bah, c'était ok de vendre un truc entre guillemets cher, même si pour moi, c'est pas cher quand tu vends ce genre de truc. Mais ouais, voilà, tu vois, il y a ce côté, tu peux pas non plus vendre un truc hors de prix à quelqu'un qui n'a pas d'argent parce que voilà, si tu tapes sur une cible par exemple d'étudiants, bah, il y a un moment, tu en vendras pas un truc à 10 000 € quoi. Ou Ah peut-être bah des oui. gens qui ont de l'argent avec leurs parents, mais faut être aussi réaliste. Et du coup, si par exemple ton objectif c'est de gagner de l'argent, tu vois, c'est totalement ok. Moi, j'aime bien gagner de l'argent. Bah, faut juste aller sur des cibles qui ont de l'argent quoi. Ou Oui. alors faire de la masse. Mais Ça dépend aussi il de y aura pas de la. magie là-dessus en fait. Ça, Si les gens ils ont pas d'argent, ils pourront pas sortir l'argent de leur chapeau. oui. Ça dépend aussi de avec qui tu veux travailler. Je te donne un exemple. Dans la séduction. Au début, alors je sais pas si tu l'as vu, tu sais, j'ai un groupe privé qui s'appelle c'est un programme de mentorat. J'ai appelé le programme de mentorat Raptor. Où en fait c'est une espèce de communauté cachée où les personnes qui sont inscrites dessus bénéficient d'un accompagnement et d'une communauté privée. Et au tout départ, quand j'avais commencé cette communauté, je m'étais positionné au même tarif que tout le monde. C'est-à-dire mes concurrents aujourd'hui dans la séduction qui font un truc qui ressemble un peu à ce que je fais, c'est-à-dire une communauté, ils facturent ça 15 € par mois, tu vois, un truc comme ça. Et au début, j'ai fait ça, je facturais ça 7 € par mois. Sauf que qui c'est que j'attirais en fait avec ces tarifs-là? J'attirais des étudiants, des chômeurs, et bon, je dis pas que c'est des gens qui sont pas bien ou quoi, mais c'est pas des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Tu m'entends toujours? Ouais, ouais. Ok. Parce que comme il y a eu plusieurs bugs techniques, quand j'entends rien, je me dis est-ce que tu m'entends ou est-ce que je parle dans le vide? Là, on est bon, on est bon.
Ok, ouais, n'hésite pas à parler de temps en temps, ça me rassure à ce niveau-là. Ok. Au début, j'avais fait ce positionnement tarifaire-là et j'avais eu la même chose pour les coachings. C'est-à-dire, quand je t'avais raconté en rigolant que je facturais 50 euros pour 3 heures, qui va payer 50 balles pour 3 heures? Des étudiants, des chômeurs. Et le pire, c'est que ces personnes-là, ce sont les pires clients que tu puisses avoir. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas la notion de l'argent, qui pensent que ton temps devrait être gratuit, qui pensent que ce que tu fais devrait être gratuit. Donc, c'est-à-dire, par exemple, j'ai eu le cas une fois, c'est-à-dire quand 3 heures, c'est 3 heures, tu dépasses un peu 3 heures et quart. Et une fois, j'avais eu ça, un client qui m'avait payé 50 euros, c'était un de mes premiers clients. On a été à 3h15 et je lui ai dit, bon voilà, ça fait 3h15, je te propose d'arrêter la session maintenant et tout. Et le mec m'a tapé un scandale en disant que non, mais que je devrais rester un peu plus, satisfaction client, machin. C'est-à-dire le mec, au nom de ses beaux yeux et de sa satisfaction client, je devrais prolonger mon temps de travail gratuitement comme ça. Et Ouais. il y a un moment, j'en ai eu marre de travailler avec des gens comme ça, donc c'est comme ça que j'ai multiplié mes tarifs. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, pour intégrer ma communauté, le premier prix, c'est 200 euros par mois. Tu vois, je suis passé de 7 euros à 200 euros par mois. Et les clients que j'attire ne sont pas du tout les mêmes. Ce sont en général des ingénieurs et sinon il y a pas mal d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise également. Et en fait, c'est avec ces personnes-là que j'ai envie de travailler parce que ce sont des personnes qui connaissent la valeur de ce que tu fais, qui la reconnaissent, qui écoutent ce que tu dis, qui appliquent. Et en fait, ce sont les meilleurs clients au monde, tu vois. Et surtout qui, toi, te font grandir en tant que personne aussi. Enfin, moi, tu vois, Bah ouais, quand je aussi. bosse avec des clients qui sont des gens brillants, mais ça change ma vie, tu vois. Tu progresses tellement plus vite, t'es tellement plus heureux, que du coup, toi aussi, tu bosses mieux, et c'est vraiment un cercle vertueux, quoi. Bah ouais, puis c'est comme ça en copywriting que j'ai trouvé mes premiers clients qui voulaient faire appel à mes services, parce que c'était des entrepreneurs et ils lisaient mes mails. Puis à un moment ils disent ouais j'aime bien ce que tu fais, là je suis en train de travailler sur tel projet, qu'est-ce que t'en penses, etc. Puis ensuite de fil en aiguille, bah, tu trouves des clients comme ça sans rien faire, sans même posséder de site, tu vois. Parce que là j'ai aucun site sur le copywriting, j'ai rien du tout, j'ai aucun compte de quoi que ce soit et pourtant j'ai des clients grâce à ça quoi. Ouais, moi j'ai pas de site du tout, et pourtant, ça se passe très bien aussi. Donc, les sites, Ouais, il y avait un peu cette mode, si tu fais du blog, du SEO, du Google, ok, bah, t'es obligé d'avoir un site. ouais. Après, là, aujourd'hui, maintenant, est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir un site, tu vois? Bah, pas forcément, effectivement. Et tu vas rire, c'est vrai qu'il y a. Tu sais, je t'avais parlé de la personne qui partait bille en tête tout à l'heure sur ouais, je vais faire des tunnels de vente, Ah etc. bah voilà. Je vais faire Euh, un site, et des bah, fois, c'est même, je vais prendre une agence pour faire un site, alors que t'as ouais. aucune source de trafic ou je sais pas quoi. Bah, même cette personne-là, je lui posais la première question c'est as-tu besoin d'un site? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Déjà, cette question-là mérite d'y réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, le premier réflexe des gens, c'est ouais, pour me faire connaître, je vais créer un site. Mais en fonction du marché que tu vises, de ton positionnement, du type de client que tu vas attirer, t'as peut-être même pas besoin d'un site. Moi, là maintenant, comme je te disais en off, je suis en train de changer mon fusil d'épaule, mais mon business, je l'ai fait exploser sur Facebook. Juste mon profil, quoi. Ouais, Et j'ai rien fait d'autre. J'ai fait un Instagram parce que j'ai récupéré deux trois leads, mais j'y passais pas de temps. Et ouais, j'étais que sur Facebook. Et un peu de YouTube aussi, juste pour héberger mes vidéos, quoi. Typiquement ouais, les interviews qu'on fait ensemble. ouais, Du Mailchimp, outil gratuit pour envoyer des mails, mais ça, je l'ai fait seulement dans un second temps. ouais, Et sur Facebook, tous mes premiers deals, j'ai tout closé sur Facebook, tu vois. ouais. Ce sont tes clients qui t'ont contacté directement? Comment ça passé? Ouais, bah, du coup, moi, j'ai une stratégie où je postais en gros mes mails au lieu d'écrire des mails parce que j'avais pas encore de liste quand j'ai commencé. Ouais, Euh, J'envoyais bah, tout simplement des posts Facebook, et donc les gens voient ton post. Et en plus, tu as le côté sur Facebook où tu peux avoir de l'autorité, tu peux avoir de l'interaction avec les gens, tu vois, c'est un peu plus interactif que les mails. ouais, Et pour vendre, c'est top, tu vois. Pour commencer, en fait, c'est un moyen de day one, tu postes ton premier contenu, ça y est, t'as commencé ton business, tu vois. ouais. Et ça, les gens, ils savent pas, mais souvent, le plus simple pour commencer son business, c'est de taper dans ton réseau, parce que les gens, ils te font déjà confiance. Bah ouais, tout à fait. Euh, Mike, on arrive au bout de l'interview, je crois qu'on est bavards tous les deux, alors si on se laisse aller, on va... Ouais, c'est passionnant comme sujet. Moi, je peux en parler pendant des heures sans problème. Exactement. J'ai un petit rituel que je fais à la fin de mes interviews, je vais te poser quelques questions. Là, cette fois, je te laisse une phrase pour y répondre, le but, c'est Une d'être seule précis. phrase. Ok, alors Ouais. vas-y. Si tu devais résumer ton business sur un post-it, Ouais. Ah, tu poses une colle là, en une phrase. Si je devais résumer Drag Raper en une phrase,
rencontrer des femmes qui vous plaisent grâce à la puissance des applications de rencontre. Ok. De quoi est-ce que t'es le plus fier aujourd'hui? Euh, D'être le seul entrepreneur de ma famille et qui a réussi. Parce que dans ma famille, tout le monde est salarié. Et je suis le seul à faire l'entrepreneuriat. T'as envie d'apprendre quoi aujourd'hui comme compétence que tu ne connais pas déjà, que tu maîtrises pas déjà? Faire des vidéos, peut-être. Ouais, j'ai vu que t'avais essayé pas mal YouTube et apparemment t'as pas encore trouvé ton format, c'est ça? Bah, détrompe-toi, YouTube, ma chaîne YouTube, elle marche bien. Simplement, j'ai une stratégie SEO en fait. J'ai pas une stratégie où j'essaie d'avoir le plus d'abonnés possible. Ah d'accord, ok. Et en fait, ça fait un différenciateur parce que quand il y a, souvent il y a des personnes qui me posent la question, qui me disent ouais, mais attends, là j'ai dépassé 1000 abonnés il y a une semaine, pour te donner un ordre d'idée. Et il y a plein de personnes qui me disent ouais, mais est-ce que tu gagnes vraiment de l'argent? T'as que 1000 abonnés, c'est pas possible, machin et tout. Et là, je lui fais la comparaison, je dis ouais, bah écoute, regarde mes concurrents. Là, je lui cite un concurrent, par exemple, je dis voilà, lui il a 80 000 abonnés, lui il en a 60 000, lui il en a plus de 100 000. Je dis tu connais leur chiffre d'affaires? Je dis je suis quasiment pareil que eux, voire davantage. Il y en a un, je ne citerai pas, il a près de 70 000 abonnés, je crois, aujourd'hui. Et je connais son chiffre d'affaires par ami interposé et je fais plus de chiffre d'affaires que lui. Alors que le mec, c'est une star sur YouTube, il est très 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 connu. Et moi, je suis en sous-marin, mais en fait, je fais plus de ça que lui, mais il le sait pas. En fait, faut savoir si on veut être youtubeur et influenceur ou si on veut être businessman, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a Devenir deux youtubeur, catégories. ça m'intéresse pas. Moi, la stratégie que j'ai Pareil. fait sur YouTube, c'est que je fais des vidéos SEO en fait. Je fais des vidéos qui seront trouvées par des mecs qui s'intéressent aux thématiques que je vise et qui atterrissent sur mon site comme ça. Et avoir des nombres d'abonnés, ça me passe au-dessus. C'est pas du tout l'objectif, quoi. En fait, on préfère attirer 10 patrons du 440 que 300 000 personnes qui sont étudiants et qui préfèrent se mettre des races tous les soirs, quoi. Bah ouais, totalement. Bon, on divague là. Du coup, c'est Qu'est-ce qui plus te qu'une phrase, ouais. ouais. Qu'est-ce qui te motive, toi, au quotidien, sur ton business? Transformer la vie des gens. Ok. C'est quoi qui te fait peur en ce moment? Ce qui me fait peur en ce moment. Qu'est-ce qui me fait peur? Ce qui me ferait peur, c'est monter une chaîne YouTube, je veux dire. Ok, Où je me montre ouvertement. ok. Et qu'est-ce que tu sais que peu de gens dans le monde savent? Que tu peux vendre des prestations extrêmement chères du moment que tu as le bon message. Ok, trop cool. Bah écoute, je te remercie Mike. C'était vraiment sympa de Merci à discuter toi, avec toi. Pierre, ouais. Ouais, c'était cool, ouais. Et ah oui, et où est-ce qu'on te retrouve? Alors pour me retrouver, vous pouvez aller sur dragueurdeparis.com et vous scrollez la page en bas et vous atterrissez à un petit bouton, il y a écrit commencer ma formation continue. Et en fait, ça vous permet de rejoindre mes Avec mailings Gmail, ouais. quotidiens, ma base de mailing quotidien où j'envoie chaque jour un conseil. Alors pour le coup, c'est de la séduction. Voilà, si vous vous intéressez au copywriting, et ben, en vous inscrivant, vous me verrez un petit peu parler de séduction en mode copywriting. Et si vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas à faire les rencontres que vous estimez mériter, commencez par ça, c'est 100% gratuit. Tous les matins à 7h du matin, vous recevez un conseil dans votre boîte mail en privé. Cool, bah écoute, je mettrai ça dans la description, puis moi je recommande vraiment ton travail. Ok, bah merci. Super, je te remercie Mike, à bientôt. Merci Pierre, à bientôt.